L'éruption du mont Tambora en avril 1815 a été le plus grand cataclysme volcanique de l'histoire. Ses conséquences globales et diverses n'ont été reconnues que progressivement et sont aujourd'hui très importantes pour la recherche sur le climat. Le supervolcan qui a provoqué l'année sans été a acquis une renommée mondiale tardive peu avant son bicentenaire. Debout sur le bord de la caldeira du Gunung Tambora, on contemple un abîme de 1000 mètres de profondeur. L'ampleur de la catastrophe qui s'est produite il y a 200 ans apparaît dans toute sa splendeur. L'Indonésie, le pays qui compte le plus grand nombre de volcans, fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Cette ligne de faille s'étend de la péninsule du Kamtchatka, du Japon, des Philippines et de l'Indonésie à la Nouvelle-Zélande. L'autre moitié est formée par les Aléoutiennes et la côte occidentale de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Dans l'archipel indonésien, 2 plaques océaniques et 2 plaques continentales entrent en collision. Dans la région des petites îles de la Sonde, la plaque indo-océanique glisse sous la plaque continentale asiatique. C'est là, sur l'île peu connue de Sumbawa, que se dresse le mont Tambora. Sumbawa est situé entre les îles bien connues de Lombok et de Flores. Lombok est l'île voisine de Bali, le centre touristique de l'Indonésie. Les plages de Bali étant très fréquentées et très sales, certains touristes s'échappent vers Lombok. Lombok est dominé par le Gunung Rinjani, haut de 3762 mètres. C'est le 2e volcan le plus haut d'Indonésie. Avant 1815, le Gunung Tambora était environ 500 mètres plus haut que le Rinjani. Cependant, selon des recherches scientifiques récentes, le mont Rinjani était déjà entré en éruption avec la force d'un supervolcan et, en 1258, il a provoqué une année sans été en Europe. Selon d'anciennes chroniques, cette éruption a détruit la capitale du royaume de Lombok. L'important signal acide qu'elle a laissé dans les glaces de l'Arctique est similaire à celui du cataclysme du Tambora. Pour escalader le mont Tambora, je passe par Flores. À Flores, je visite les lacs de cratères de Kelimutu et les dragons de Komodo. C'est ici, à l'extrême ouest de Flores, que le ferry pour Sumbawa prend son envol. Il traverse le détroit de Sap. Heureusement, ce jour-là, les tempêtes redoutées ne sont pas à l'ordre du jour. La mer est lisse comme du verre. De Sap, la ville portuaire située à l'extrême est de Sumbawa, je prends le bus pour Bima, la capitale de l'île. Sumbawa est considéré comme isolé et arriéré et est rarement visité par les touristes étrangers. Les rares touristes qui viennent se rendent dans les ghettos de surfeurs.
Pendant mon séjour d'une semaine sur Sumbawa, je ne rencontre aucun autre touriste occidental. L'une des raisons est que le mont Tambora est situé dans la partie la plus éloignée de Sumbawa, la péninsule de Sangar. Elle s'étend au nord-ouest de l'île principale et comme elle, est née d'une activité volcanique. La partie occidentale de Sangar est formée par la chaîne de montagnes du Gunung Tambora. Le trajet en bus de Bima à la pointe ouest de la péninsule de Sangar dure presque une journée entière et se termine dans la petite ville de Panchasila. C'est le point de départ des randonnées sur les Tambora. Les petits groupes aventureux et téméraires qui se lancent dans l'ascension sont principalement composés d'étudiants de Java ou de Lombok. Ils représentent aujourd'hui environ 90% des randonneurs du mont Tambora. Au cours du premier semestre 2013, selon le livre du sommet, seuls 15 étrangers se sont lancés à l'assaut du sommet. L'ascension comporte 5 étapes, la dernière se situant à 2000 mètres d'altitude près de la limite des arbres. Notre petit groupe, le guide, le porteur et moi-même, aimerait l'atteindre avant le coucher du soleil. La distance aérienne n'est que d'environ 15 km, mais ce chiffre est trompeur car le trek est loin d'être facile. Le chemin traverse une forêt tropicale de montagne. Et comme les couches profondes du sol contiennent peu de nutriments, les racines ne se développent pas verticalement mais horizontalement et forment un réseau d'embûches et d'obstacles. La forêt dense ne laisse pas deviner que les arbres les plus anciens ont à peine 200 ans. Et déjà à la position 2, située à 1300 mètres d'altitude, nous sommes tous épuisés. Cependant, la canopée fermée de la forêt a ses avantages. La chaleur de la journée ne pénètre que lentement et la température reste agréable. Avant que l'air n'ait eu le temps de se réchauffer, nous sommes déjà arrivés à plus de 1000 mètres d'altitude. Notre camp de nuit, à l'étape 5, se trouve à 2000 mètres d'altitude. De là, nous voulons grimper jusqu'au sommet au milieu de la nuit et l'atteindre à temps pour voir le soleil se lever. Comme notre guide est jeune et inexpérimenté, il part beaucoup trop tôt. Par conséquent, nous passons 2 heures à grelotter et à être malheureux sur le bord de la caldeira avant que l'aube n'éclaire les parois du cratère. La lumière du soleil montre les dimensions gigantesques du cratère. Son diamètre est de 6 km et sa profondeur de 1000 mètres. Un témoignage éclatant du cataclysme qui s'est produit il y a 200 ans. Il avait la puissance explosive de 170 000 bombes d'Hiroshima. Depuis les années 1990, le fond de la caldeira connaît une activité volcanique considérable.
Il est partiellement enveloppé d'épais nuages de gaz blanc. Très peu d'équipes de recherche qui ont osé la descente ardue ont effectué des mesures et des cartographies. Une nouvelle éruption de grande ampleur est extrêmement improbable, mais des flambées de lave et des tremblements de terre peuvent être attendus à tout moment. Le cataclysme de Tambora a très probablement été la plus grande catastrophe volcanique de l'histoire. Il a atteint une magnitude de 7 sur l'indice d'explosivité volcanique. Il s'agit de la seule éruption d'un supervolcan enregistré dans l'histoire. L'éruption du Tambora n'a pas été totalement inattendue. Des tremblements de terre ont eu lieu au cours des 3 années précédant 1815 et, au début du mois d'avril 1815, une éruption de moindre ampleur s'est produite. Le cataclysme proprement dit a commencé dans la soirée du 10 avril. 3 colonnes de flammes se sont élevées au-dessus de la montagne, se sont unies et ont déclenché des coulées pyroclastiques massives. Ces avalanches de roches en fusion, de cendres et de téphrases ont dévalé les pentes de la montagne. Elles ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur chemin et ont transformé le Tambora et une grande partie de la péninsule de Sangar en un véritable brasier. Au même moment, une pluie dense de cendres et de pierres ponces s'est mise en place. La mer a été recouverte de téphras sur des kilomètres et la chute de téphras a été observée jusqu'à une distance de 1300 km. Selon le gouverneur anglais de Java, le souffle de l'explosion était si puissant qu'il pouvait être perçu à 2600 km de distance. L'explosion, la pluie de cendres et les tsunamis, ainsi que les mauvaises récoltes qui en ont découlé, ont tué environ 70 000 personnes. Des recherches scientifiques récentes explorent de nombreux aspects du cataclysme de Tambora. Ces recherches ne se concentrent pas sur les conséquences directes de l'éruption, mais plutôt sur le changement climatique profond et global qui s'est produit dans les années qui ont suivi. La tristement célèbre année 1816 a été appelée l'année sans été en Europe et, aux États-Unis, 1800 personnes mortes de froid. L'hiver volcanique qui a suivi le cataclysme a été provoqué par des poussières, des cendres et des composés sulfurés. L'explosion massive a projeté ces particules dans la mésosphère, c'est-à-dire jusqu'à une hauteur de 80 km. Comme cette couche est pratiquement exclue des systèmes éoliens proches de la surface, le nuage de poussière s'est répandu comme un voile sur de grandes parties de la Terre et a entraîné un refroidissement global. Malheureusement, ce refroidissement a coïncidé avec une période déjà très froide de ce que l'on appelle le petit âge glaciaire. L'année 1816, marquée par la faim, a été traumatisante dans le Bade-Wurtemberg. Le prix du pain a atteint des sommets vertigineux car les récoltes ont été très mauvaises en raison des tempêtes et des fronts froids fréquents. Les classes pauvres se nourrissent de plantes sauvages et de Hungerbrötchen, biscuits de la faim, fabriqués en grande partie à partir de paille et de sciure de bois. Le roi Guillaume Ier et son épouse Catherine, qui appartenaient à la dynastie des Tsars, ont lancé de nombreuses activités pour alléger les souffrances. La création de l'association agricole et de l'école spéciale d'agriculture dans les bâtiments du château désaffecté de Hohenheim a eu des conséquences considérables.
C'est à partir de ce noyau que l'université de Hohenheim a vu le jour. Aujourd'hui, la Cannstatter Oasen, deuxième plus grande foire d'Allemagne, est encore plus connue. De plus en plus de jeunes s'y rendent en robe d'hirondelle et en pantalon de cuir. Cette fête a été créée pour soutenir les agriculteurs après une année sans été. Elle a été célébrée pour la première fois en 1818 et attire aujourd'hui environ 4 millions de visiteurs par an. Très peu de gens savent que l'orgie d'alcool à l'échelle de l'État est due à une éruption volcanique en Indonésie. En 1916, au cours de l'hiver de famine, de nombreux chevaux ont dû être abattus. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la draisine, inventée par le baron Karl von Drais, a connu un succès retentissant. Cette machine à courir, archétype de la bicyclette, a été inventée par Drais en 1817 et a fait l'objet d'une demande de brevet un an plus tard. Elle a été copiée à plusieurs reprises et est considérée comme l'ancêtre de la bicyclette et de la moto. L'influence du cataclysme de Tambora sur l'art a été beaucoup plus forte que sur l'invention scientifique. Le roman Frankenstein a été conçu pendant le mois d'été froid et pluvieux de 1816. Mary Shelley et son futur mari se rendaient fréquemment à la Villa Diodati, résidence de Lord Byron sur les rives du lac Léman. C'est là qu'est née l'idée d'un concours de contes gothiques. L'été gris et pluvieux, avec ses nombreux orages, avait été un terrain de jeu idéal pour cette idée. Le poème « Darkness » de Byron exprime bien cette ambiance. Le soleil s'est éteint et les étoiles erraient dans l'espace éternel, sans lumière, sans chemin, et la terre glacée se balançait, aveugle et noircissante, dans l'air sans lune. Ce ne sont pas les mois d'été froid, mais plutôt les magnifiques couchers de soleil qui ont inspiré les peintres. L'éruption du Tambora a transporté de fines particules de poussière et de soufre dans la mésosphère. Contrairement aux éjectats des volcans normaux, ces particules n'ont pas été emportées par la pluie et le vent et ont produit, pendant une longue période, de spectaculaires couchers de soleil rouge. C'est ce que montrent les peintures du port de Greifswald de Caspar David Friedrich et diverses peintures et aquarelles de William Turner. Une équipe de chercheurs grecs pense qu'il existe des preuves statistiques que les grandes éruptions volcaniques se reflètent dans la peinture. Alors que dans de nombreux pays, l'année 1817 a été marquée par de nouvelles mauvaises récoltes, le Wurtemberg a connu une année moyenne. En Chine, où des famines généralisées font rage, 1817 est une nouvelle année catastrophique. En Inde, les conséquences du cataclysme se sont fait sentir encore plus longtemps. Il semble que l'apparition du choléra soit liée à un changement dans la circulation de la mousson. Si cela est vrai, l'éruption du Gunung Tambora serait responsable de 5 pandémies de choléra au cours du XIXe siècle. La question de savoir si l'année sans été est la preuve que l'augmentation du volcanisme a provoqué le petit âge glaciaire est toujours en discussion. Le terme petit âge glaciaire fait référence à la période froide qui a remplacé la période chaude du Moyen Âge. Pendant le petit âge glaciaire, la banquise atteignait les côtes de l'Islande et les canaux de Hollande et même la Tamise gelait à plusieurs reprises en hiver. De nombreuses peintures de cette époque en témoignent, de même que les foires du gel qui se tenaient sur la Tamise à Londres.
La plupart des climatologues s'accordent à dire que la fin du petit âge glaciaire peut être datée du milieu du 19e siècle. Mais le début de cette vague de froid reste très controversé. Certains climatologues et historiens le situent vers 1350, d'autres avancent une date plus tardive de 200 ans. Cela remet en question l'hypothèse selon laquelle l'activité volcanique serait à l'origine du petit âge glaciaire. En effet, la plus grande éruption volcanique du Moyen Âge, celle du mont Rinjani, a déjà eu lieu en 1257. Cela montre que nos connaissances sur les effets climatiques à long terme des grandes éruptions volcaniques sont encore très limitées. L'exploration plus approfondie et systématique du cataclysme de Tambora peut apporter de nouvelles connaissances. Celles-ci sont également importantes pour l'estimation des changements climatiques futurs.